Well, what's free to you? What's free to me? Yeah. Same thing it is to you. You tell me. No, you tell me. Just a feeling. It's just a feeling. It's like, how do you tell somebody how it feels to be in love? How are you going to tell anybody who has not been in love how it feels to be in love? You cannot do it to save your life, but you know it when it happens. That's what I mean by free. I've had a couple of times on stage when I really felt free, and that's something else. I'll tell you what freedom is to me. No fear. I mean, really, no fear. Ooh, and I'm feeling good. Mes chéris coco, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format. J'espère qu'il va vous plaire. Je vous ai préparé des biopics de qualité, ok? Aujourd'hui, on parle d'une icône, d'une star. Elle a inspiré bon nombre de personnes, moi y compris. Son parcours est juste légendaire. C'est une femme incroyable. Pianiste, chanteuse, activiste afro-américaine, thank you very much. Je veux bien évidemment parler de Nina Simone, qui est une très grande star. Son parcours m'a inspirée et je suis très fière de vous faire son biopic aujourd'hui. Alors pour ce nouveau format, vous pouvez l'écouter en podcast ou vous pouvez regarder et vous aurez plus d'informations. Les personnes qui connaissent déjà Nina Simone, vous allez la redécouvrir au travers de ma narration. Et ceux qui ne la connaissent pas, très bonne vidéo. Aujourd'hui, c'est le show. Ceci étant dit, let's go! Aujourd'hui, je vais vous parler de cette queen. Elle a un parcours vraiment inspirant. Je me suis beaucoup retrouvée en elle, vraiment. Et je pense que tout le monde pourra se retrouver en elle, que ce soit des hommes ou des femmes. Elle avait cette poigne, cette hargne, des femmes brillantes du lieu, en fait. J'ai même, je vous montre tout de suite, j'ai le livre de Sophie Adrianson qui s'appelle Nina Simone, Mélodie de la lutte. Quand tu vois le titre, tu comprends déjà tout. Et c'est jeune, doué et noir. Thank you very much. Alors les chéris, pour toute bonne narration, il faut présenter les personnages principaux. Bien les nommer. Je vous mets une photo et leur statut, leur prénom civil. C'est très important pour l'histoire d'aujourd'hui. Numéro 1. La Queen, Nina Simone bien évidemment. Nous avons également Madame Mazanovich. Cette femme va jouer un très grand rôle dans le parcours de Nina. Nous avons Al Schackman, l'homme fort, et Gerrit de Bruyne. Ce sont les deux amis de Nina. Ils ont été amis avec elle tout le long de sa vie. Andy Stroud, toi, on parlera de toi plus tard. Sans oublier bien sûr sa fille Lucy qui fera une apparition dans son parcours et je vous parlerai d'elle tout au long de la story. Alors mettons-nous dans le contexte des années 30 mes chéris. Nina Simone est née Eunice Waymon Tryon. Elle est née en Caroline du Nord le 21 février 1933. À 3-4 ans, elle commence le piano. On commence directement le show parce que ses parents en fait ils étaient dans une église et vous savez comment ça se passe. Tu es chrétien, tu pries. Period. À l'âge de 7 ans, Eunice fait un récital et dans la salle, il y a deux personnes importantes, deux femmes blanches. L'une est la patronne de sa mère, parce qu'elle travaillait pour elle à l'époque, et il y a aussi une dame qui s'appelle Madame Mazanovich. Alors, Madame Mazanovich a vu le potentiel de Nina. Et elle a commencé à lui donner des cours. Mais vous savez même pas à quel point Nina était traumatisée. Elle faisait vraiment le piano en mode top. Je suis avec la femme blanche là, si je fais pas bien, franchement. 7 à 8 heures par jour, études intensives, des anciens. Period. Alors, à l'âge de 17 ans, les choses se sont corsées. Dites-vous que depuis 7-8 ans, elle fait le piano. Jusqu'à ses 17 ans, elle a cherché à faire plus de récitals, elle s'est vraiment battue pour se faire connaître. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est rendue compte qu'elle était dans un milieu où la discrimination était à son comble. Welcome to the party. Parce que ça se passait très bien à cette époque-là. Déjà, elle a remarqué une différence au niveau des salaires. Coucou Nina, nous sommes en 2023 bientôt et c'est la même. Merci beaucoup. De là, notre queen a continué à charbonner malgré les circonstances. Donc, elle a suivi des cours de musique à l'école supérieure Juilliard de New York et ça s'est très bien passé. Elle a même fait en sorte d'obtenir une bourse pour entrer à l'Institut Curtis à Philadelphie. Elle savait qu'elle était assez douée. À un moment donné, Beethoven, Debussy, je suis calée là. Donc, elle savait qu'elle pouvait obtenir cette bourse et elle a travaillé pour. Et les fonds qu'elle avait récoltés avec Madame Mazanovich commençaient à s'épuiser. Malheureusement, elle a passé le concours et ils l'ont refusé. Et en fait, pendant 6 mois, elle s'est assise, elle a réfléchi, elle s'est dit, mais j'ai tout, everything.
douée, Debussy, Beethoven. Pourquoi ils m'ont refusé? Et quand elle a compris que c'était parce qu'elle était noire, ça lui a vraiment fait de la peine. De là, Nina décide de s'installer à Philadelphie pour travailler dans un bar ou quelque part, comme ça elle pourrait s'en sortir un minimum. Sa famille, qui était en Caroline du Nord, ils ont dit on vient. Nous on reste pas ici en fait, parce qu'il y a genre pas moyen du tout. On vient avec toi à Philadelphie, on te soutient là-bas, on trouve un coin pour vivre et ça va aller. Ok? Du coup, elle trouve un travail dans un bar, mais miteux! Alors, elle est arrivée le premier soir dans ce bar. Ça s'est bien passé. Le lendemain, le patron du bar est venu vers Nina et lui a dit « Écoute-moi bien. Nina, si tu veux garder ton travail, il va falloir chanter, ma belle. » De là, elle accepta de relever le défi, le challenge, d'essayer d'autres styles de musique et d'ouvrir sa palette. Le reste appartient à l'histoire. Let's go! Alors, dans les années 40, la spiritualité a une énorme place, bien plus importante qu'aujourd'hui. Concrètement, tous les Noirs dorment à l'église, voilà, pour faire court. Et la musique dans les lieux publics, la musique qu'on pouvait partager, la pop, tout ça, c'était vraiment vu comme la musique du diable. Donc, c'était pas possible pour Nina de la faire en public sous son propre nom. Donc, on enlève Eunice, on change par Nina. Et Simone, ça vient tout droit de Simone Signoret. Je pense qu'elle était admirative de l'actrice. C'est aussi à ce moment-là que Al Chapman, l'homme fort, rentre dans la danse. Alors, ça a été son ami, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, tout le long de sa vie. Et lui, sa particularité, c'est qu'il a l'oreille absolue. C'est un guitariste et directeur de musique. Il a vu Nina un jour dans un bar, il s'est dit, mais... Et cette même année-là, elle participe à un festival de jazz à Newport. Et le jour du festival, elle performe. Elle a bien évidemment été invitée par George Wayne, mais le tonton n'était absolument pas prêt. Et elle fait un tabac. Vraiment, standing ovation, tout le monde est très enjaillé. Et c'est là que George Wayne se dit, ma perle, toi tu tues le beat, tu dois rentrer dans le show business. Tout de suite. Et de là, le showbiz commence vraiment pour Nina. Elle a invité à pas mal d'événements. Le rédacteur en chef de Playboy, notamment, l'a invitée sur son émission qu'il faisait à cette époque. Elle a performé, chanté. Elle était vraiment dans un début de carrière prometteur. Et ça s'est très bien passé pour elle. Mais chérie, c'est là que Andy Stroud rentre dans la danse. Un élément très primordial du show business de Nina. Alors, ils se rencontrent dans un nightclub un soir, classique shit, et il voit Nina qui était dans le nightclub et il tombe fan en fait. Il appelle un serveur, lui dit, viens un peu. La belle là-bas là, je lui donne mon numéro, tiens. Faut lui donner. Tu lui dis qu'elle me plaît. Tu lui dis qu'elle me plaît, hein? Elle me plaît. Qu'elle me recontacte, comme ça on peut essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble, tiens. Et de là, elle le recontacte. Et il lui dit une phrase bateau claqué qui date vraiment de 1940. Il lui dit « J'ai toujours voulu te rencontrer, Nina. Je suis très ravie que tu m'appelles. » Du coup, les choses se passent très bien. Ils se parlent, elle tombe fan de lui, ça se rencontre, ça love. Et puisqu'il faut battre le fer quand il est encore chaud, en 1961, ils se marient. Alors là, c'est le show, totalement. Elle est amoureuse, elle est heureuse. D'ailleurs, dans tous ces journaux intimes, on le voit, à cette époque-là, c'est Andy. Ils ont une petite fille qui naît 9 mois plus tard, c'est Lucie. Je vous mets une photo d'elle juste là. Ils achètent une énorme maison au Mount Vernon. Ils claquent des 50 000 $, des 1 hectare de quoi, des salles de bain. Vraiment, ils se mettent dans la peau de personnes qui ont réussi. Nina, son objectif premier dans la vie, c'était de devenir la plus grande pianiste afro-américaine et elle voulait absolument remplir le Carnegie Hall. Mais il n'y a aucun promoteur qui était prêt à miser sur Nina. C'était encore, voilà, elle était à son prime, mais les gens n'avaient pas encore assez confiance. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était un risque financier pour tous les promoteurs. Donc, Andy a dit, c'est rien. Ma perle chantera au Carnegie Hall. Donc, il a financé le Carnegie Hall et elle a pu remplir la salle et elle a performé. Elle était à son prime. Et malheureusement, elle se sentait pas bien. On le retrouve souvent même dans ses écrits de l'époque. Elle le dit qu'elle était fière et heureuse de performer au Carnegie Hall, mais elle voulait vraiment faire de la musique classique, du Bach. Mais mes chéris, vous savez que le revers de la médaille est douloureux. Elle était au max de sa gloire. Tout allait pour le mieux. Mais elle a commencé à travailler comme un cheval de course. Parce qu'il faut remplir les salles, pour faire le taf, il y a des gens qui comptent sur toi, donc ça commence à être très épuisant. La période a commencé à être très sombre. Elle a commencé à douter d'elle-même alors qu'elle était à son prime. Plus de désir sexuel, avaler les somnifères par 12 pour dormir. Enfin, c'était pas évident en fait. They come and go. They come fast, they come slow. They go like the last light of the sun, all in a blaze. Hey girl, sit down. Sit down.
Sit down. Et surtout à ce moment-là, les chéris, dans la vie privée de Nina, c'est compliqué parce que son mari est son manager. Donc, tout le travail, toute cette pression, c'est lui qui la lui donne d'une certaine manière. Et en plus de ça, ils vivent ensemble. Et malheureusement, il y a des faits plus graves qui se passaient parce que son mari, en plus de ça, était volage. Il la trompait et il la battait. Donc, c'était compliqué pour Nina. Il y a 2 exemples de violence qu'elle a vécu que je voulais partager avec vous parce qu'ils sont extrêmement violents. Le premier cas de violence, elle était dans la voiture avec son mari, leur fille Lucie, Mimi à l'arrière. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Nina a dû dire un truc qui lui a pas plu. Il a pris sa main et il a giflé comme ça. Et en fait, elle était juste là. Donc, elle a pris la main juste ici et le sang a giclé de son sourcil. Et leur fille Lucie a assisté à ça et elle a été littéralement traumatisée. Deuxième cas de violence. Ils étaient dans une boîte de nuit. Festivité, Starmania, donc elle est là, elle parle avec du monde. Et il y a un fan qui fait passer un mot. À ce moment-là, Andy a vu que le mot passait d'une main à une main. Il n'a pas kiffé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a attendu un peu. Quand les gens se sont un peu dissipés, il a récupéré Nina, il l'a traînée dehors et il l'a frappée. Après l'avoir frappée, il l'a jetée dans une voiture. Il l'a frappée dans la voiture. Ils sont rentrés à la maison. Il l'a frappée dans l'ascenseur. Il l'a déposée à la maison. Il l'a battue. Il l'a ligotée. Il a braqué une arme sur elle. Tous les faits sont réels. Hein. Il a braqué une arme sur elle. Il l'a frappée encore. Il l'a ligotée. Il l'a violée. La paix, en fait. Donc, après cet incident, Nina, traumatisée, court chez Al Shackman, son meilleur ami, pour passer 15 jours là-bas, se reposer, redescendre la pression de son statut et de son foyer qui n'allait plus du tout bien. D'ailleurs, elle lui a dédié une chanson qui s'appelle I Put a Spell on You, ok? I put a spell on you. Cause you're mine. You can't stand it. You're running around. You know better, daddy. Le 15 septembre 1963, un élément tragique se passe dans la ville de Birmingham. Il y a de la dynamite qui explose dans une église, potentiellement peuplée de noirs. Ça a tué 4 petites filles noires et blessé 20 autres personnes. De là, Nina a littéralement craqué. Elle a sorti Mississippi Goddamn. Let's go. I don't know. Just try to do your very best. Stand up, be counted with all the rest. Everybody knows about Mississippi Goddamn. On achète quelque chose, sortez, vous êtes noir, on rentre là-bas, on est tué, c'est bon. Et en fait, ce son a vraiment été fédérateur et il a beaucoup aidé le peuple afro-américain à ce moment-là, parce que les gens à ce moment-là ne pouvaient pas s'exprimer librement sur ce qu'ils ressentaient. Mais grâce à sa notoriété et son statut, elle a dit le peuple. Ce que vous ne pouvez pas dire, je vais dire. Parce que là, c'est pas possible en fait. En 1965, elle chante aux marches de Selma Montgomery en Alabama. Police sur le toit, immeuble, Martin Luther King, l'ONU, les dignitaires du monde, tout le monde est présent ce jour-là. Franchement, à cette époque, on peut le dire, l'atmosphère puait les fesses, clairement. Et Nina, ça fait sortir beaucoup de souvenirs en elle qui lui ont fait mal. Des discordes avec les blancs, les salaires, le fait qu'elle soit noire, donc elle doit chanter ceci. C'était trop pour Nina, elle s'est dit, allez hop, tube sur tube pour mon peuple. Elle a fait Mississippi Goddamn, d'autres sons où vraiment elle chantait, elle prestait pour la cause noire. Et d'ailleurs, en 1969, elle fait une prestation incroyable dans un collège à Atlanta. Sur 1800 élèves, il n'y avait que 300 élèves noirs. Elle est arrivée, elle a dit bonjour à tous, la chanson que je vais présenter maintenant, elle est uniquement pour les 300 élèves de la pièce qui sont noirs. Vous êtes jeunes, doués et noirs. On est ensemble. Ça a été incroyable, même le début, les gars, regardez comment elle flesse. We and black. Beer. Franchement, on adore. Alors, à ce moment-là, vu les tensions et même au niveau de sa carrière, elle connaît du bon monde, des gens du show business. Vraiment, elle traîne avec des activistes, des personnes vraiment puissantes. Elle a compris qu'il était temps de se calmer, récupérer un peu les belles mélodies, le jazz, parce que là, tuer les blancs, ça ne prenait plus. Du coup, elle s'est calmée, elle s'est ressaisie et les choses se sont améliorées. Alors là, on arrive à un autre tournant de la carrière de Nina, très épuisée par les années de travail, de dur labeur. Elle était vraiment
mal en point. Et il y a un soir, elle a dû monter sur scène et en fait, elle était en pleine crise. Je pense qu'elle faisait une crise de stress ou d'anxiété, mais elle baragouinait. C'est-à-dire que vraiment... Baragouiner, c'est vraiment quand tu perds le contrôle de toi-même. Et ce soir-là, son mari, qui est aussi son manager, lui dit « Nina, tu montes sur scène. Baragouiner ou pas, même si tu tiens pas debout, tu te poses et tu chantes. C'est tout ce que je veux. » Nina achève ses obligations, mais elle se sent pas bien, elle va voir un psy, elle en parle avec son mari. Il lui a dit mot pour mot, tu veux te suicider? Ok, moi ça va me soulager, donc fais ce que tu veux. Et voilà. Donc ils en ont parlé et ils ont décidé de se séparer, mais de continuer à collaborer ensemble sur le plan business et pour leur fille. Martin Luther King, 20 minutes ago, died. Alors après l'annonce tragique de l'assassinat de Martin Luther King, Nina Simone a composé une chanson immédiatement pour la présenter le lendemain. Et c'était très émouvant, très difficile pour elle parce qu'ils étaient très liés dans leur combat pour les droits civiques. Et même, il était un soutien important pour elle dans sa carrière. Donc, ça lui a mis un coup. Elle a continué de chanter un peu, mais elle a voulu prendre du recul parce que les États-Unis, elle ne pouvait plus les voir. Pour elle, le fait que Martin Luther King soit mort, c'était comme si cette possibilité qu'ils puissent s'allier dans l'amour était vaine. Et elle avait déjà dit, s'il faut tuer, je tuerai. Donc, elle a préféré prendre du recul. Elle a tout laissé. Elle a retiré son alliance. Elle a donné à son cher Andy. Bon, c'était déjà fini entre eux. Mais c'était une manière de dire, chut, tu ne me parles pas, tu m'oublies. On a un enfant ensemble et period, en fait. Je veux plus rien savoir. Plié bagage. Je reviens bientôt. Elle est partie et on l'a plus vue pendant un moment. Elle a profité de l'Afrique et de ses joies. Mais le showbiz n'attend pas. Il a fallu rentrer pour reprendre sa carrière et reprendre les choses, en fait. Elle a dû rentrer pour reprendre sa carrière, mais elle ne voulait absolument pas redescendre aux États-Unis, ce qu'on peut comprendre. Donc, elle est d'abord descendue en Suisse. Nina essaie de reprendre sa carrière, de se débrouiller dans des petits bars par-ci par-là, mais elle était très mal payée, du moins très mal par rapport à ce qu'elle avait connu avant comme salaire et comme gloire. Donc, c'était très compliqué pour elle. Et c'est là que Gerrit de Bruyne, son ami, son deuxième ami, tout le long de sa vie, rentre dans la danse. Et de là, son ami décide de l'aider. Et il y a eu l'incident du grand hôtel qui s'est passé. Je vous explique. Ils étaient là-bas, je sais pas, je pense que Nina devait prester. Et en fait, il y a eu un incident avec un mec. Je sais pas si c'est un fan ou quoi, mais la personne l'a regardé trop longtemps. Nina a voulu le goumer. Gerrit a pris Nina, il l'a jeté dans un taxi. Il a dit au gars, roulez, roulez parce qu'elle va goumer quelqu'un ici, sa réputation en fait. À ce moment-là, elle vit dans des conditions compliquées. Son appartement est très sale, très désordonné et son ami assiste à tout ça. Il a fait appel à un ami à lui qui était médecin pour examiner Nina pour qu'il puisse dire de quoi elle souffre en fait. C'est de là que le terme maniaco-dépressive est devenu aujourd'hui bipolaire, mais c'est de là que les termes viennent. Et il conseille en fait à son ami de lui donner du trilafon. Enfin, il lui en a prescrit. Il a fait asseoir Nina, il a dit écoute Nina, on va te trouver une maison. Des musiciens, on va tout arranger autour de toi. Je vais te trouver des concerts, tout ce que tu veux, te laver, tout. Mais je t'en prie, chante. Dieu t'a donné le don de chanter, de faire ce que tu aimes, alors fais-le, bon sang. Ok? Thanks God. Sauvez la carrière de notre tante pour qu'elle puisse continuer à déjà la foule, en fait. Elle mérite. Merci beaucoup, Gerrit. Gerrit, tu es comme ça. Et de là, les choses ont repris sérieusement. Et à la fin de sa vie, en 1993, parce qu'elle est décédée en 2003, donc 6 ans plus tard, elle est partie dans le sud de la France, elle a repris ses tournées, mais elle prenait plus de temps pour elle, elle a donné pas mal d'interviews. Et la dernière anecdote que je veux partager avec vous, je trouve qu'elle est très intéressante, c'est que 2 jours avant sa mort, elle a reçu un diplôme honoris causa de la part de l'Institut Curtis, l'école de musique qu'il avait refusée quand elle avait 19 ans. Les gars, 51 ans après, ils sont venus dire... Nina, c'est vrai, tu étais quelqu'un, on t'a renié. Les gars n'attendaient rien de personne. Parce qu'il n'y a pas à attendre 51 ans qu'on reconnaisse ta valeur, en fait. Mais c'est très beau dans les faits, parce qu'ils ont reconnu quand même son talent et qu'ils ont fait une grosse erreur. Ils lui ont mis une hypercute, elle a dit c'est pas grave. Vous reviendrez me dire quelques mots quelques années plus tard. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc je trouve que cette anecdote, elle est ouf. Parce que 51 ans, c'est le temps d'une vie. En fait, tu as le temps de vivre, procréer, avoir des petits-enfants, te poser des questions, revenir... Mourir, 51 ans. Queen, repose en paix, tu as fait le boulot.
Tu nous as montré qu'on pouvait le faire. Tu nous as montré ta force, tu nous as montré ton authenticité. Moi, c'est des choses qui m'enjaillent. Merci pour tout. Repose en paix, Queen, on est ensemble. Les chéris, j'espère que ce biopic vous aura plu. C'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'infos, mais j'espère faire mieux dans les prochains épisodes. Donnez-moi vos retours. Surtout, n'hésitez pas à me donner des noms. Si vous voulez que je présente ou que je parle de certaines personnalités, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On est ensemble, je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Nina Simone, repose en paix, Queen. On est ensemble, Méronée, je vous aime fort. Mouah. One day I thought I could fly.